Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau format. En fait, on s'est rendu compte que certains podcasts contenaient énormément d'infos techniques et d'infos qu'on aimerait bien se rappeler de temps en temps. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas, sur certains épisodes, faire des petits résumés, des condensés des meilleurs moments pour pouvoir les re-regarder. Parce qu'on sait que nos podcasts, ils sont longs et vous n'avez pas forcément ni le temps ni l'envie de vous remater 3 heures de podcast. Du coup, pour certains podcasts, donc souvent quand il y a des techniciens ou souvent quand il y a des thèmes très précis, comme par exemple la musculation, ou le podcast avec Anna et Aubry, on a parlé de beaucoup de sujets différents, et ben on va faire avec les coachs des podcasts qui vont résumer toutes les notions les plus essentielles pour que vous ayez un moyen facile de vous rappeler tous les concepts que vous avez appris dans le podcast. J'espère que ce format va vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est une bonne idée ou pas forcément. En tout cas, nous on a pris du plaisir à le faire et ça m'a aussi permis de me rappeler plusieurs petits points qui étaient quand même très intéressants. Sur ce, bon épisode. Ciao les machines. C'est correct, tu veux faire 200 kilos par semaine, mais pour le faire, ben, peut-être que tu as besoin de faire plus de prévention de blessures. Donc, c'est pas juste le résultat sur 5 km qui va être important que je veux entraîner absolument, c'est ta capacité à encaisser 150 km aussi de volume d'entraînement. Je dirais la diminution de l'apparition et de la récurrence des blessures. Donc, on est moins blessé et quand on se blesse, notre retour au jeu, entre guillemets, la course est un jeu, est moins longue. Donc, on a, par exemple, pour quelqu'un qui a jamais fait de musculation avant et qui commencerait à la blessure, ben, il y aurait peut-être 4 semaines, par exemple, de réhabilitation avant de recommencer à courir. Tandis que quelqu'un qui avait déjà fait de la musculation, qui en a dans sa pratique, qui se blesse, ça va peut-être lui prendre un 7, 10, 14 jours au lieu. Fait qu'on va diminuer le temps de retour au jeu de 40, 50 %, peu importe. Tu expliques comment ça, en fait? Il y a beaucoup de questions de mémoire musculaire, parce que tout ne s'explique pas non plus par, comment je peux dire, par faiblesse musculaire. Mais toi, tu as une blessure dans la vie, c'est pas nécessairement parce que tu es faible des fessiers, puis que tu as la cheville hypermobile ou que ton pied est faible. Des fois, c'est juste une mauvaise quantification du stress, comme Blaise le dit. Donc, en ayant un background de musculation, ça va t'amener à, on appelle ça la mémoire musculaire, en fait, là. Donc à réactiver des bons patrons moteurs plus rapidement et d'avoir une meilleure, justement, raideur musculo-tendineuse, d'avoir une meilleure activation de tel groupe musculaire qui va t'aider à diminuer le stress sur cette articulation-là et de répartir mieux le stress. Par exemple, si tu t'es blessé à la cheville, ben, ton genou, ta hanche sont quand même en santé. Ils sont plus forts comparé à quelqu'un qui n'a jamais fait de musculation, il va probablement qu'il va falloir qu'il répare sa chaîne au complet, puis pas juste sa cheville dans le processus, là, parce que justement, il n'y a pas de passé de musculation. C'est drôle, c'est ce qu'on avait débattu un jour, parce que moi, je ne suis pas du tout de ton domaine, de ton niveau, mais il y a un moment, je me suis dit, putain, on adresse toujours le muscle qui a mal. Mais en fait, peut-être que lui, il y est pour rien et qu'en fait, il y a un autre qui passe son... Tu sais, pour l'instant, il y en a un autre qui est genre, bon, les gars, moi, j'ai... moi, je suis totalement d'accord avec toi. Mais moi, j'en sais rien. Vraiment, pour le coup, j'ai aucune preuve, mais ça ferait du sens. Oui, exact. Dans le fond, dans la force maximale, il y a un phénomène d'irradiation des muscles agonistes qui va se faire. Donc, tous les extenseurs de la hanche vont vouloir s'impliquer à un certain moment. Donc, à un certain moment dans l'entraînement, ça peut prendre 3, 4, 6, 8 séances, mais tu vas finir par être capable de recruter bien tes fessiers. Puis en plus, si tu fais une bonne activation d'élastique avant, puis ensuite tu vas faire ton hip thrust, par exemple, là, ton pont avec une grosse charge, ben là, tu vas pouvoir activer encore mieux tes fessiers. Le type de musculation qui est le plus payant pour les athlètes d'endurance, qui va apporter le plus de bénéfices, c'est vraiment le travail de force maximale. Ça a été prouvé par des dizaines et des dizaines d'études. Dans le passé, dans les années 80-90, jusqu'à même tôt 2000, on faisait encore des 20 répétitions avec des charges très basses pour les sportifs d'endurance parce qu'on disait que ça ressemblait à leur sport, à leur truc qu'ils devaient faire dans leur sport. Mais on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun gain au niveau neuromusculaire, il n'y avait pas de gain de performance, puis ça revenait à faire plus de la prévention de blessures, tant qu'à ça. Donc là, on y va plus avec des charges très lourdes qui vont améliorer certaines connexions neuromusculaires, donc améliorer la connexion cerveau-muscle. Va nous permettre d'améliorer, on appelle ça la coordination intramusculaire, donc le recrutement des unités motrices, être capable de recruter plus de fibres musculaires dans notre geste et économiser de l'énergie grâce à ça, parce que c'est pas toujours les mêmes qui vont faire le travail, donc on va maximiser le muscle en tant que tel, mais de la coordination intermusculaire aussi, ce qui veut dire que les groupes musculaires travaillent mieux
ensemble. Okay. Et ce n'est pas juste les ischio-jambiers qui font tout le travail, juste le mollet, ou juste le lombaire, ou juste le quad. Donc, il va y avoir une meilleure synchronicité, coordination dans les groupes musculaires qui vont répartir la charge plus équitablement sur tout l'ensemble plutôt que sur un élément. Exemple, les ischio-jambiers, crampes aux ischio-jambiers, crampes au mollet. Ça, c'est un bon exemple. Et ça, c'est juste dû parce que comme on travaille avec plus de poids, ben, le corps, tout le monde se met ensemble pour pouvoir... Exactement. Fait que, il y a un phénomène qu'on appelle de l'irradiation. Je crois que c'est la loi de Sherrington, mais je suis plus certain. Mais dans le fond, c'est que quand tu produis un mouvement à charge maximale, il y a une irradiation qui va se faire vers tous les muscles agonistes, c'est-à-dire qui vont t'aider à produire ce mouvement-là. Donc, si je fais une extension de la hanche, si j'essaie d'amener mes hanches en avant, eh bien là, j'ai les fessiers, les ischios qui doivent travailler normalement. Chez certaines personnes, c'est seulement les ischios parce que les fessiers seront totalement désactivés en raison de X, Y. Je suis assis toute la journée, je fais ci, je fais ça. Donc là, on va répartir mieux la charge d'extension de la hanche sur fessiers ischio plutôt que d'être juste sur ischio, qui peut t'amener à des crampes, des claquages. Tu sais, la majorité des claquages que j'ai vus dans ma vie au niveau des athlètes, c'est pas parce que les ischios étaient faibles, c'est parce qu'ils étaient trop dominants et ils prenaient trop de charge. Si t'améliores ton recrutement musculaire, on parle souvent des fessiers, mais c'est un gros morceau. Fait que des fessiers, le fessier, c'est un des muscles les plus forts du corps. Donc, sur l'extension de la hanche, que tu fais énormément en course à pied, sur un marathon, tu dois le faire 40 000 fois. Si tu es capable d'utiliser plus tes fessiers-là, tu vas avoir une économie de course. Donc, tu vas avoir un gain de performance, c'est sûr et certain. Est-ce que dans tous tes athlètes élites ou internationales que tu suis, est-ce qu'ils font tous de la muscu? Absolument. Il n'y en a pas un qui fait juste la prévention de blessures, quoi. Puis quand il fait juste ça, il se fait ramener à l'ordre assez rapidement pour réintroduire la musculation. Je te dirais qu'il y a beaucoup d'athlètes qui vont, par exemple en course à pied, c'est correct de ne pas faire de séance 2 semaines, si tu étires la serviette 3 semaines avant ton gros événement, ça fait partie d'un taper qui est raisonnable. Mais dans une planification normale, je te dirais que c'est 2 séances par semaine ou on essaie 2 séances aux 10 jours. Sur des blocs de 10 jours, ça peut être intéressant aussi. Okay, intéressant. Donc, on veut inclure ça. Tous les athlètes en font, absolument. Ouais. Okay. Je serais curieux de savoir comment ça marche, un programme de muscu en force maximale. En fait, moi, j'en ai un, donc je sais comment ça marche, mais c'est vraiment pour les gens qui nous écoutent. Déjà, tu as parlé de périodisation pour un programme de muscu, puis il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que ça peut être périodisé. Je l'ai vu avec mes athlètes, par exemple. Puis c'est vrai que c'est quand même peu de gens qui ont un programme de muscu périodisé, là, surtout chez les amateurs. Ouais. Tu peux expliquer comment ça marche, ce qui est périodisé, comment ça évolue, etc. C'est très variable selon l'athlète, comme je le disais tantôt, mais si on y va de manière générale, en termes de périodisation, on va commencer justement avec la phase de fondation que j'appelle. Donc, souvent, un 2 à même 8 semaines chez certains athlètes où on va mettre des charges un peu plus légères. Là, on parle de... Moi, j'aime beaucoup mixer un peu les exercices de stabilité, de gainage, puis mes exercices de force. Fait que là, je vais parler peut-être de 4 à 6 exercices avec charge et 2 à 3 exercices de stabilité que je mixe là-dedans. Fait que, mettons, toi, tu en fais présentement. On a des séquences qui s'appellent des super séries, donc 2 exercices de suite. Tu vas prendre une pause, tu vas recommencer pour 2 à 3 fois cette séquence-là. Moi, souvent, je travaille en format trisérie. Fait que c'est 3 exercices de suite. 2 en force, 1 en stabilité, gainage. Tu prends 1 minute ou 2 de pause, tu recommences la séquence de 3 exercices. Tu passes à la 2e séquence de 3 exercices, à la 3e séquence de 3 exercices. Dépendamment de la capacité de l'athlète à loader, sa fatigue que ça lui crée, on va réduire ou augmenter ça. Mais souvent, ça va traîner autour de 4 à 6 exercices de force et de 2 à 4 exercices de stabilité là, dans ces séquences-là. Fait que dans la fondation, c'est beaucoup ça qu'on va amener en termes d'exercice, avec souvent un échauffement qui va être basé sur les petits bobos de l'athlète ou les dysfonctions, on va dire, de l'athlète. Et ça, on les base sur de l'évaluation fonctionnelle. Fait qu'on va passer 1 heure avec l'athlète à évaluer ses mouvements. Des mouvements pas de coureur pour aller vers des mouvements de coureur à la fin. Mais on veut juste voir sa capacité fonctionnelle au niveau du tronc, sa mobilité du tronc, sa mobilité des hanches, sa stabilité de pied, sa stabilité de hanche, etc. Fait qu'on va tout évaluer ça, on va voir c'est quoi qui est le plus problématique, puis on va y faire une séquence de prévention de blessures correctives qu'il va faire avant sa musculation pour bien s'activer, pour bien charger dans les exercices. J'avais une question importante pour toi, Charles. C'est au niveau de quand mettre les séances de muscu, surtout par rapport aux séances de qualité. Fait que là, j'ai vu plein de trucs. Je sais que Jimmy Gressier, il les fait la veille
maintenant de ses qualités. Il y en a qui jurent que c'est mieux de le faire tout de suite après. Il y en a qui disent le lendemain. Bref, c'est compliqué. En fait, moi, je te dirais qu'il n'y a pas de noir ou blanc dans aucune des réponses. Là. Moi, j'aime beaucoup être dans le gris. J'aime beaucoup le gris. C'est quel jour de la semaine, ça? Ces temps-ci, c'est pas mal tous les jours de la semaine. En fait, je te dirais que ça dépend de la période de l'année. Fait que moi, qu'est-ce qu'on aime appliquer avec les athlètes avec qui je travaille, en fait, c'est dépendamment de la période. Je pense qu'au début, quand tu es en période de fondation, souvent, ça peut être un peu dans ton off-season aussi, de reprise tranquille. Donc, je pense que la séance de musculation devrait peut-être être prioritaire à ce moment-là. Okay. Donc, même si tu arrives un peu fatigué pour faire un peu ton tempo ou faire un peu ta longue, c'est pas si grave que ça, étant donné qu'on rebâtit tes patrons moteurs, puis notre but, c'est de mieux activer tes fessiers, tes ischios, etc. Donc, dépendamment de la période, comme cette période-ci de fondation, je pense que je la mettrais en priorité. Donc, peut-être que ce serait bon de la mettre avant un spécifique à ce moment-là. Ensuite, dépendamment de l'importance des séances, pour répondre à ta question, il y en a beaucoup qui vont faire, même journée, une grosse séance de piste, puis on va faire la musculation après, en disant que ils sont bien échauffés, etc., puis que ça diminue le temps de récupération ensuite, que tu as plus de jours de récupération. Je dirais, ça dépend à ça. Parce que selon moi, ça dépend si tu apportes beaucoup d'importance à ta musculation. Si tu as fait une grosse séance de VAM, si tu as fait une grosse séance de speed sur la track, il y a quand même une fatigue neuromusculaire qui va être apportée à ça. Si c'était été tu veux aller chercher des gains au niveau de ta séance. Donc, tu as une potentialité, que je vais ramener ce mot scientifique-là, tu as une potentialisation, activation qui va s'appliquer à ta séance, mais à quel point tu as généré de la fatigue dans ta séance. Donc, si tu as été un peu conservateur, tu as eu des longs repos, puis tu n'as pas généré une fatigue qui était trop importante, tu vas traîner cet effet-là dans ta musculation, puis tu vas déjà être activé, puis oui, tu peux aller chercher beaucoup de gains à partir de là. Si ta séance était à un effort, une échelle de performance d'effort de 9/10, je suis pas sûr que tu vas aller faire ta séance de musculation très efficace. Si tu fais de la force max, que ça devient exactement. Plus dangereux, fait que le phénomène de potentiation que les sprinteurs y font pour doubler ces séances-là, ça implique que oui, tu as fait une séance avant, mais qui n'était pas maximale au niveau de l'effort. Ça implique que tu avais... il te restait au niveau de la charge, là, c'était peut-être un 6/10 à la fin. Donc, tu peux te permettre d'aller chercher une séance de musculation qui va être efficace après dans la même journée. Ça, j'ai aucun problème avec ça, ou même tout de suite après. Si ton but, c'est d'être très efficace à ta muscu, puis de générer beaucoup de gains au niveau de ta muscu, au niveau neuromusculaire, stabilité, etc., je pense pas qu'en faisant une énorme séance avant, ça va te permettre de générer les gains au niveau musculation. Je pense que tu es mieux d'attendre 24 heures pour le faire le lendemain. Et si tu attends 24 heures et tu le fais le lendemain, est-ce que tu le fais avant ou après le jog? Le jog, j'ai aucun problème. Tu peux t'échauffer. Tu peux faire un 6 km ou un 20. Si tu dois faire plus d'une heure. Moi, je fais souvent le 15 kilos, mais très facile. Et après la muscu, déjà, tu trouves que c'est trop? Je prends des glucides. Je sais pas si ça peut aider, mais je fais vraiment attention à prendre des glucides. Après mon jog, parce que je sais que sinon je peux pas pousser autant. En fait, c'est que oui, ça dépend dans quel état tu finis ta séance. Ça, c'est toujours. C'est une cote 2-3 là. 2-3 d'efforts, ça peut être intéressant. Il n'y a jamais de réponse très stricte qu'on peut donner. Si c'est dans le temps, c'est ça que tu es capable de faire. J'aime mieux que tu fasses ton jog, ta muscu, que tu le fasses après une grosse séance de VMA, tant qu'à ça. Si tu veux vraiment avoir des gains au niveau musculaire de ta musculation. Rendu là, je pourrais te dire une hypothèse que tu vas fatiguer tes fibres lentes en joguant, puis que tu vas mieux activer tes fibres rapides après en musculation. Bon. Est-ce que c'est la vérité absolue? Il n'y a rien qui le prouve. Là. Puis il y a des gens qui vont dire que justement, ils font de la VMA, ils vont fatiguer leur fibres rapides lentes, puis après ça, en musculation, c'est les rapides qui vont s'activer un peu plus. Oui, mais en VMA, tu vas quand même beaucoup chercher tes fibres rapides aussi, donc tu crées une fatigue. Donc, ça dépend tout le temps de où c'est placé dans l'année et le gain que tu vas avoir au niveau musculaire. Si tu arrives proche d'un événement, que les séances sont très, très intenses au niveau de la course à pied, peut-être que juste tu devrais relâcher le pied sur la musculation à ce moment-là. Si
tes séances sont extrêmement intenses, peut-être que tu as déjà une bonne stimulation au niveau neuromusculaire, puis peut-être que tu devrais t'en tenir à de la prévention de blessures à ce moment-là. T'sais. Fait que c'est vraiment comme de bien quantifier le gain que tu vas avoir en musculation versus l'état de fatigue dans lequel tu arrives en séance, versus qu'est-ce que tu as travaillé avant. Fait que c'est une ligne très mince entre je vais chercher des gains ou je vais pas chercher des gains puis je crée plus de dommages à mon entraînement en faisant cette méthode-là. Un autre truc qui est intéressant, c'est de développer aussi ta puissance parce que la force maximale, c'est lent, c'est des contractions lentes avec des charges lourdes. La réalité, c'est pas nécessairement ça, la course à pied. Fait qu'on veut, à un certain moment donné, se rapprocher du geste sportif spécifique qui est de développer de la puissance. Donc, on va inclure de la pliométrie puis des trucs comme ça. Fait que ça serait intéressant. Fait que tout ce qui est saut avec haut déploiement de vitesse, on ne focus pas sur la charge, on va focuser vraiment sur la vitesse de contraction, réactivité au sol, les sauts de haie, les sauts de cheville, les trucs comme ça. Okay. Donc, l'aspect plus puissance pliométrique du geste de la course à pied, qui est un autre type de force à développer. Qui est plus spécifique, en fait. Donc, si on fait du moins au plus spécifique, on aura une muscu générale, plus de répétitions, pas trop de charge, un groupe musculaire. Deuxième, force, on engage tout, mais c'est pas très spécifique au sens où c'est pas vraiment... Et le dernier, ça serait vraiment quelque chose qui ressemble à la course sur une jambe. Là. Exactement, voilà. L'amélioration de la capacité anaérobique. Okay. Est-ce que vous devez connaître un petit peu c'est quoi là? En fait, la capacité anaérobique, dans le fond, c'est un peu ce qui est relié aux fibres rapides qu'on a dans nos muscles, donc notre capacité à sprinter sur, on va dire, 0 à 1 minute 30, puis à développer beaucoup avec une vitesse très élevée, en fait. Là. Donc, ça va améliorer notre capacité à faire ça. Puis en quoi ça peut nous amener un avantage sur les plus longues distances? Justement, en marathon, qui est une côte, si on parle d'un 5000 mètres, 5000 mètres, c'est quand même anaérobique aussi parce qu'on ne peut pas juste se fier à notre VO2 max pour fournir l'effort parce qu'on va être des fois un peu plus que notre VO2 max en termes de vitesse. Dans le dernier 1000, par exemple. Donc, si on est à 150, c'est pas 150, mais 105-110% de notre VAM, ça veut dire que le 5-10%, il est comblé par un autre système que le système aérobie. Fait il vient être bonifié par le système anaérobie, donc c'est très important, je vous dirais, là, même sur des 100 mètres, ça peut être important là, en ultra-trail. Mais c'est vrai que c'est pas... Parce que de mémoire, là, de mes formations d'entraîneur, le 10 km, c'est 97% aérobie, 3% anaérobie. Là. C'est-à-dire que c'est vraiment une toute petite partie, mais tu dirais que ce 3%, il peut quand même... 3%, c'est quand même un facteur de performance. Pour un athlète de haut niveau... C'est vrai que si tu prends 3% d'un marathon, 3% d'un 10 en 30 minutes, t'es content. C'est peut-être la différence entre le sub 30 ou pas le sub 30. Exactement. Donc ça peut avoir une bonne influence. On a une amélioration de la raideur musculo-tendineuse des membres inférieurs. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, raideur musculo-tendineuse. Oui, mais tu peux expliquer quand même. Dans le fond, la raideur musculaire, en fait, ça fait appel au principe de compliance musculaire. Fait que dans le fond, c'est la capacité d'un muscle qu'un muscle a à se raccourcir et de revenir, raccourcir ou allonger, dépendamment du geste, et à revenir dans son état normal le plus rapidement possible. OK. Donc, si par exemple, je mets le pied au sol et que mon mollet s'étire, c'est sa capacité à revenir dans sa position neutre le plus rapidement possible, donc de produire un mouvement et d'être réactif, on va dire. Un peu le principe de pliométrie aussi, qu'on accumule de l'énergie et qu'on relâche l'énergie pour sauter vers l'avant ou vers le haut. Est-ce qu'on veut que ça soit plus élevé, du coup? En fait, ta rigidité, je te dirais que oui, on appelle ça le Reactive Strength Index, là, fait que l'index de réactivité musculaire, on va dire. Là, fait que si on a un bon index, justement, ça nous permettrait d'être très réactif au sol et de moins perdre d'énergie vers le plancher. Exactement. Okay. Donc, la musculation a un très bon effet sur ça et on parle de la musculation en force maximale, mais aussi de la pliométrie et même des exercices de prévention de blessures. Donc ça, on a un temps de contact qui va peut-être être diminué au sol. Donc, un muscle, par exemple, une cheville qui va moins s'affaisser, le talon qui va aller peut-être moins au sol avant de redécoller. Et on en voit tous des coureurs, des fois, des coureurs dans la rue qui vont courir le bassin très bas, puis à chaque fois qu'ils déposent le pied au sol, bouffe, le genou, il plie énormément, puis il y a une composante verticale qui est très présente, mais ça va diminuer cette composante-là, puis te permettre d'aller plus vers l'avant que d'aller haut en bas dans ta course et perdre de l'énergie dans le plancher, finalement.
C'est ce qu'on veut pas. Les gens qui vont courir beaucoup en se dandinant les épaules gauche à droite, ou les coudes très sortis, ou les genoux qui vont rentrer beaucoup à l'intérieur. Ça va peut-être jamais causer de blessure, mais au niveau efficacité mécanique, c'est que si tu veux aller en avant, puis tu diriges l'énergie à gauche, à droite tout le temps, ben tu perds quoi? 2% de ton énergie? 3, 4, 5? Puis à un moment donné, la résultante fait qu'il y en a moins vers en avant si tu es toujours en train de stabiliser gauche-droite. Fait que il faut faire un petit peu le calcul, puis je pense pas que ça prend un doctorat pour comprendre un peu l'effet de... On veut pas avoir... Il n'y a pas de technique de course qui est parfaite, mais il y a quand même des modèles à se guider un petit peu, selon moi. Mais il y a Kipchoge. Il n'y a pas de parfaite, mais il y a Kipchoge. Non, c'est vrai qu'il y en a qui sont... Puis ça, tu sais, toute cette analyse-là, prévention de blessure, ça peut améliorer un petit peu... si tu améliores ta mobilité dans les épaules, dans le thorax, peut-être que tes coudes vont un peu plus rentrer, tu vas avoir une meilleure extension de l'épaule. Au lieu de l'envoyer sur le côté, elle va aller vers l'arrière, mieux se répartir en avant, etc. Moi, c'est ma pensée. Mais... Ouais, intéressant. Mais sur le squat, on descend jusqu'à où? Alors ça, c'était une autre question, parce que je me demande souvent, est-ce que c'est un intérêt qu'on break-even, là, comme on dit des fois, tu sais, qu'on passe le 90? Mais en fait, 90, je dirais que c'est un bon range. Aller plus bas que ça pour un coureur, il n'y a pas vraiment d'intérêt. À 90, ce qui est intéressant, c'est que tu as un peu plus de flexion de hanche. Donc, en te redressant, tes fessiers vont s'activer un peu plus, ce qui est intéressant. Mais plus tu vas mettre lourd, ça, c'est un breaking point un peu là, à 90. Donc, quand c'est très chargé, ça se peut que tu flanches à cet endroit-là. Est-ce qu'on peut mettre un banc pour... Tu peux mettre un banc. Les box squats sont très intéressants pour ça. Donc, avoir une sécurité de banc que tu peux t'asseoir sur le banc et te redresser, en fait. Là. Si tu touches au banc, tu redresses. Fait que si tu es un peu fatigué, si tu n'es pas capable de te redresser, au pire, tu vas avoir l'air un peu niaiseux pendant 30 secondes. Quelqu'un vient te relever. Aidez-moi, Ou tu prends une pause, t'attends, puis là, tu te swings un petit peu. Non, c'est ça l'exercice. Il faut que j'attende. Mais théoriquement, si on regarde le geste puis on veut être très spécifique, moi, j'y vais de la plus grande amplitude. Fait que 90, même pour certains athlètes, on peut aller un peu plus bas avec des charges un peu moins lourdes. Puis plus je vais avancer dans mes mésos, plus la saison approche et les compétitions, moi, je vais descendre bas dans mon squat parce que je veux rester spécifique au mouvement. En course à pied, tu ne vas pas à 90. Donc, on veut réduire un petit peu l'amplitude, maximiser la charge, beaucoup plus sécuritaire aussi quand tu vas en demi-squat qu'en full squat aussi. Là, est-ce quoi la différence entre barre libre et, tu sais, l'appareil avec les rails? La Smith Machine. Il y a une question de stabilité. C'est sûr que quand tu fais de la force maximale, je pense que ça serait un peu dommage de toujours avoir des exercices qui sont guidés parce que ça vient enlever un peu le facteur stabilité du tronc, stabilité un peu dans les hanches. Mais tu peux le faire un exercice sur deux parce que ça peut être bon d'avoir un exercice où tu n'as pas à te fier à tes petits stabilisateurs puis que tu veux pousser puis recruter tes muscles à façon maximale, mais pas tous les exercices. C'est comme faire du leg press, c'est très bien, c'est pas mal d'en faire, c'est très bien, mais à un moment donné, tu peux faire une fente bulgare aussi qui est assez stable, puis un peu instable, mais qui va recruter un peu tes stabilisateurs pendant que tu travailles ta force maximale aussi. Fait que je pense qu'un exercice sur deux, ça vaut la peine de le faire pas guidé comparé à guidé. Là. Et ça compte quand même si on fait un record sur une Smith Machine ou pas? C'est ton record de Smith Machine. Hein? La course A, j'aurais aucun problème à arrêter un 14 jours, puis même, je dirais, 21 jours avant. C'est vraiment sans beaucoup. problème, Mais la force, pas le reste. Pas le reste, la force maximale, pour diminuer la charge neuromusculaire au minimum, ou de continuer, mais avec plus de répétitions en réserve. Donc, si tu fais ton squat, je te prescris un 4RM, prends une charge que tu aurais pu faire 7 RM avec cette répétition. Fait que tu as 3 répétitions en réserve. Fait qu'on peut aller, théoriquement, 10 jours avant, c'est un beau chiffre. Tu peux continuer jusqu'à 10 jours avant puis avoir une bonne séance de force. Quand même, en maintien, souvent, on va diminuer un petit peu les charges. On va être plus justement à 2-3 répétitions de réserve. 2 répétitions de réserve, c'est un beau chiffre, par exemple. Par exemple, pour l'Ape Thrust. Mais c'est ça. Fait qu'à 10 jours avant, ça peut aller de 14 jours. Puis des fois, il y a des athlètes que ça l'affecte beaucoup, la musculation. Fait qu'on peut complètement couper avant. Puis il y a beaucoup d'études qui prouvent que tes gains, tu vas les maintenir pendant au moins 4 semaines sans faire de musculation. Pareil. Ah, ça, c'est cool. Donc, si tu as un gros événement, tu veux diminuer ta fatigue, c'est une bonne chose à couper, sans couper tout ce qui est prévention de blessures. Tu peux continuer à faire du gainage, des abdos, des circuits chevilles, des trucs plus prévention. Là. Ça, y a pas de problème. C'est presque en adéquation avec la dernière grosse séance avant ta course, du coup, J-10, marathon, j'aime bien mettre J-14, voire 21, semi, J14, J10... 10, ça dépend. Mais est-ce que tu penses que ça dépend de la distance aussi? Tu sais, pour un marathonien ou pour
un gars qui fait du 1500, tu Mhm. dirais que c'est dans quel sens? Est-ce que tu Ben- penses que tu coupes la muscu plus tôt pour un marathonien ou plus tard? Je pense que je pourrais la couper plus tôt. Ok, parce que plutôt- plus de kilos en Ouais, plus à la fin de la exactement. prépa et tout. Pour quelqu'un qui fait du 800, du 1500, probablement qu'il y a une charge de musculation qui va être un peu plus grande dans sa périodisation. Quelqu'un de 800 en particulier. Faut garder Donc, un sa peu de- tolérance plus spécifique, est plus élevée. Puis son activation neuromusculaire est plus importante parce que c'est très rapide, très court. Donc, il y a besoin d'une stimulation. Il y a besoin d'un pourcentage anaérobique plus intense, plus grand. Donc, il y a besoin de ces fibres rapides. Donc, on va continuer à les stimuler le plus longtemps possible avant sa course. Ok, intéressant. Comparé à un marathonien où justement on veut diminuer. Parce que là, on va tomber 3-4 semaines avant sa plus grosse semaine, je sais pas, de l'année ou presque. Là, ça dépend des philosophies. Puis ensuite, on va commencer à diminuer, mais peut-être que dans cette semaine-là, justement, on va commencer à diminuer la charge de musculation pour ne pas surcharger l'athlète. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu planifies ou comment tu travailles avec Jean-Simon Guédé-Gagné, par exemple, qui fait du steeple ou Charles même. ou avec Charles Philibert-Thibouteau qui fait du 1500? Est-ce que... Ben, c'est un peu, Racontez un peu. dans le fond, je peux parler par exemple de Jean-Simon, parce que Jean-Simon, c'est un très grand assidu de musculation. Lui, il croit énormément, puis j'essaie de raccourcir ses séances. Puis, Ah oui, c'est rare, il les ça. rallonge, lui, parce qu'il veut pas enlever tel exercice, Ah ouais? tel exercice. On va le présenter avant, juste pour les gens qui nous écoutent, mais en gros, Jean-Simon, c'est un jeune coureur finalement du Québec, puis il est très très vite arrivé à un haut niveau. Il a fait quoi? La finale des Worlds, il a fait 8e, je pense, lors de la finale, avec des 2 magnifiques courses, là, très très belles un courses. gros kick sur le finish. Quelqu'un qui a une attitude aussi très, qu'on voit pas beaucoup, là, très positive, très compétiteur, enfin, quelqu'un d'assez impressionnant à voir de Il fait l'extérieur. ses études en médecine aussi. Il fait des études en médecine aussi, enfin bref, c'est... Tout un athlète. C'est toute une personne. Fait que je te laisse. C'est ça, en fait, c'est que c'est un peu le même principe que je viens d'expliquer. Tu sais, on va commencer, vu que Jean-Simon, ben, lui, il est un peu plus expérimenté, on va faire une fondation qui est un peu plus courte, puis on va vite tomber justement à ce que je parle, force maximale, on appelle ça du contraste, qu'on va contraster avec un exercice souvent d'explosivité. C'est très rare que dans mes séances, pour mes athlètes, je vais faire des séances de pliométrie pure, parce que la raison, c'est qu'ils ont déjà une charge d'entraînement qui est élevée. Et ce genre de séance-là est très exigeante au niveau fatigue neuromusculaire, etc. Donc, souvent, on va créer des bénéfices, mais on va créer tellement de fatigue qu'ils vont se blesser, même plus tard, parce qu'ils sont trop fatigués. Je me suis blessé comme ça une fois, en faisant 90 sauts, 100 sauts par séance. Exactement. Fait que là, on s'éloigne de plus en plus. En tout cas, moi, je m'éloigne, et beaucoup de mes collègues aussi, de ces grosses séances de pliométrie-là. Parce qu'en fait, si tu regardes un 1500 ou, par exemple, un 8x400 ou un 8x200 que tu cours sur la piste, ben, ça ressemble pas mal à une séance de pliométrie, finalement. Fait qu'ils font de façon spécifique sur la piste. Est-ce qu'on a besoin de répéter ces séances-là de façon excessive dans le gym? Moi, j'y crois pas. Fait que dans le fond, je vais prendre des exercices pliométriques, mais je vais les combiner, je vais les saupoudrer dans mon entraînement pour être sûr qu'il n'y ait pas une charge qui est trop élevée. Fait que, par exemple, on va commencer fondation, après ça, on va faire un bloc de force maximale. Souvent, 2 à 3 exercices. 3 exercices de bas du corps en force maximale, 3 exercices de saut qu'on combine avec les exercices de force maximale, 3 exercices de stabilité, gainage, un peu challengeant, travailler les flécheurs des hanches, travailler les pieds, etc. Avec ça. Avec des repos de 2 minutes environ, 2 à 3 minutes supplémentaires. Puis on recommence des 2 à 3 T'as un exemple de juste parce que moi j'ai pas souvent des bonnes idées pour le gainage, là on fait tout le temps La je planche. pense quoi de la planche classique que tout le monde fait. Ben, c'est là. bon. C'est bon quand même. En fait, c'est que si tu regardes le mouvement de course à pied, tu veux des mouvements qu'on va appeler en anti-extension du tronc. Okay. Fait que de l'anti-extension du tronc, c'est on a toute l'image du coureur là, qui a la cage thoracique proéminente vers l'avant puis qui est très arqué au niveau du dos, qui est en extension. Donc, on veut apprendre aux coureurs pour travailler, pour qu'il y ait une meilleure stabilité du tronc, des meilleurs patrons respiratoires, parce que dans cette position-là, ça étire le diaphragme, c'est épouvantable. Ça diminue la stabilité du bassin aussi. Donc, l'anti-extension serait de refermer la cage thoracique juste un petit peu. Pas contracter maximum. C'est des exercices à 5-10% de contraction volontaire. Ce n'est pas des exercices à bloc comme un gars de football américain ferait, justement. Fait que tout ce qui est planche, c'est bon pour l'anti-extension. Donc, ça vient travailler la refermeture de la cage thoracique. Ensuite, on veut travailler l'anti-flexion latérale. Donc, on va travailler des exercices planche latérale. Toutes les variantes de planche latérale sont très intéressantes. Aussi pour travailler justement un peu plus au niveau des carrés des lombes, obliques, etc., qui ont besoin de beaucoup de stabilité en course à pied. Encore une fois, sur du sous-maximal. Fait qu'on parlait de force endurance tantôt, que je n'étais pas un grand fan, mais pour le gainage du tronc, c'est là que je vais chercher mes répétitions
un peu plus hautes. 10, 15, 20? Des 15, 20 Ok. répétitions par côté, là, ou des 1 minute 15 par côté. Là. Est-ce que tu crées quand même un peu de l'instabilité sur les planches ou pas spécialement? Oui, tu peux y aller avec de l'instabilité. Tu sais, moi, j'aime beaucoup, justement, je vais progresser, par exemple, une planche au sol, bien standard. Ensuite, je vais varier ma planche avec les coudes sur le ballon en faisant un roll-out qu'on appelle. Donc, amener les bras un peu vers l'avant, simuler un peu un mouvement de course à pied, puis les ramener vers l'arrière. Donc, on augmente le bras de levier, plus de charge sur le tronc, plus difficile de maintenir l'anti-extension, de maintenir le dos droit. Donc, c'est une charge de supplémentaire. Ensuite, on peut relever les pieds. On peut, si tu veux t'amuser, donner des coups dans le ballon pendant que l'athlète fait... Mais tu sais, des fois, trop d'instabilité, c'est pas mieux non plus parce que c'est pas ça la réalité du sport non plus. Donc, fait que tu sais, toutes les variétés de planches sont très bonnes. Toutes les variétés de planches latérales sont bien. Tu sais, moi, je vais commencer avec une planche normale, mais à un moment donné, je vais nous dire à l'athlète, OK, simule-moi avec... t'es sur ta droite, simule-moi avec ton bras gauche puis ta jambe gauche un mouvement de course à pied. Fait qu'il va faire comme s'il courait, mais il est en planche latérale. Fait qu'il va travailler sa capacité de mouvement qui va pas influencer son tronc, par exemple. Donc, tu fais juste envoyer ta jambe en arrière, envoyer ton bras en avant et l'inverse en flexion de la hanche. Fait que ça peut être intéressant. Tu peux être sur le genou pour commencer, puis après ça, sur la full plank, là, on va dire. Tu peux faire un tirage en planche latérale, sur une poulie basse. Tu peux faire beaucoup de variétés, mais de stimuler justement cette anti-flexion latérale sur les côtés, très intéressante aussi. Combien de temps à peu près les planches? Tu y vas selon tolérance. Hein. Fait que le but, c'est pas en course à pied, à moins que tu fasses du 100 mètres, là, tu peux te gâter un peu plus sur la charge. Mais comme je te dis, si on est un marathonien, la réalité, c'est qu'il faut maintenir 2 à 5 % de contraction volontaire maximale sur 3 heures ou 2 heures et demie ou 2 heures si tu es très rapide. Donc, tu devrais aller chercher un petit peu ça aussi dans tes... 2 heures de planche? Non, mais des répétitions un peu plus longues, je veux dire. Ça serait quoi, par exemple? Tu sais, moi, c'est rare que je vais dépasser les minutes 30 pour mes exercices, mais 1 minute, je trouve que c'est quand même assez bien. Souvent, je le combine aussi dans une séquence d'exercices. Fait qu'il va faire, par exemple, hip thrust, saut de haie très réactif ou saut en longueur, planche latérale. Donc, il a quand même stimulé son gainage dans les 2 premiers exercices. C'est pas vrai que son tronc ne travaillait pas dans les 2 premiers. Il travaille fort aussi. Puis, on va challenger un peu plus à la fin, étirer un peu la sauce avec un exercice sous-maximal qui lui permet aussi de récupérer pour ces deux autres exercices. Si tu n'as pas beaucoup de temps, ça peut être une belle combinaison à faire aussi. Là, si tu veux clencher, pas trop prendre de repos, tu as un repos, pourquoi c'est pas un exercice de gainage? Tu prends un 30 secondes, tu recommences ton gros exercice après. Des fois, les basiques, c'est pas si mal. On a toujours envie de réinventer la roue, de faire des trucs originaux, mais au final, des exercices de planche classique. Exact. Planche latérale. Je sais pas si vous connaissez le dead bug au sol. On est couché sur le dos, on essaie de garder le bas du dos neutre, puis on fait des mouvements bras-jambes opposés. Ça, c'est un exercice d'anti-extension aussi, similaire un peu à la planche, mais reverse. Là, parce le but, c'est de pas arquer le dos en augmentant le bras de levier. Donc, en envoyant bras... Exactement. Fait qu'on veut refermer les côtes sans avoir une contraction qui est maximale volontaire. Donc, 30% de ma contraction. Il y a beaucoup d'athlètes que je vais tester en évaluation fonctionnelle qu'en isolé, donc je leur fais faire un clam résisté, 5 sur 5 de force, tout va bien des 2 côtés. Pourtant, son squat à une jambe, le tronc tangue à gauche, le genou vire à l'intérieur quand même. Qu'est-ce qui se passe si c'est pas le fessier? Il y a plein d'autres facteurs qui peuvent affecter sa stabilité sur sa jambe. C'est pas nécessairement juste le fessier. Ça peut être sa mobilité de cheville, ça peut être un manque d'extension dans son tronc. Quand tu vas en squat, il faut que tu redresses un petit peu le tronc à un certain moment donné. Ça peut être ça. Ça peut être un manque de mobilité dans la hanche aussi. Donc, il y a plein d'autres facteurs qu'il faut pas négliger. Donc, des fois, c'est un raccourci un peu intellectuel de dire tout le monde devrait faire des moyens fessiers, tous les coureurs sont faits, mais des fois, c'est la cheville le problème. Des fois, c'est la stabilité du pied, le problème aussi, très instable du pied. Ça part du pied, donc il vacille, il va en pronation, en supination, de gauche à droite. Ça fait que son genou, il se promène à l'intérieur. Ça fait que son bassin, il va dropper. Oh, ton fessier moyen, il est faible. Non, c'est ton pied qui est faible. C'est ça la clé. Fait que c'est comme le bassin, ou le moyen fessier, c'est souvent la conséquence d'autres choses qui est parce que c'est tellement c'est au centre, on dit le carrefour, donc exact. Forcément les problèmes arrivent. C'est comme le genou, le genou est très, très, très blessé chez les coureurs, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe au genou. Souvent. Ça arrête avec le genou, en fait. C'est le pied, c'est la cheville, c'est justement le fessier, c'est d'autres choses. Celui, c'est le pauvre mitoyen qui encaisse tout. Pour remplacer les étirements, par exemple, ce qui augmente l'amplitude articulaire sans affecter la performance zéro, c'est le relâchement myofacial, c'est-à-dire l'automassage avec balle et rouleau.
Ok. Donc, tu vas aller chercher de l'amplitude en roulant ton mollet, tu vas aller chercher la même amplitude au niveau de ta cheville, puis il n'y a aucune perte de performance qui va être associée. Tu fais 30 secondes par côté, tu vas aller chercher pratiquement les mêmes gains que si tu étires ta cheville, et tu n'aurais aucun impact sur la performance. Donc, le relâchement myofacial, le travail d'automassage serait très bénéfique avant et en récupération après aussi. Pour diminuer la sensation de muscle soreness, de raquage musculaire, etc. Okay. Donc, avant, ça améliore ton amplitude, puis après, ça améliore ta récupération. Puis les deux, avant, en tout cas, ça n'a pas d'impact sur ta performance. C'est très intéressant. Donc, 30 secondes de foam, bandelette, mollet, quadri avant d'aller courir. Exact. Si tu trouves que sont vraiment comme suractivés, puis que c'est un problème, puis que tes quads, c'est justement très dominant, puis tu as de la misère à activer tes fessiers, par exemple, ça peut être intéressant de les rouler. Peut-être faire ton clam après, activer tes fessiers. Clam avec un élastique ou avec, sans élastique, peu importe si tu sens la contraction dans ton fessier, c'est ça qui est le plus important. Mais oui, probablement que dans ton cas, l'élastique serait de Si tu veux bonifier ta muscu poids du corps, ben, tu peux soit inclure un petit peu plus d'explosivité avec ton poids du corps ou augmenter tes temps de contraction. Fait qu'on va, dans ce temps-là, par exemple, ton squat, on va partir de la phase excentrique qui est la descente, mais on va la tenir 3-4 secondes. On va tenir la position 2-3 secondes en bas, puis on va remonter un peu plus rapidement. Donc, c'est d'augmenter tes temps de contraction, ça peut être intéressant dans une première phase, puis ensuite y aller un peu plus explosif, pliométrique, là, ça peut être intéressant. Qu'est-ce que tu penses des gammes on dit ça en français, là, mais en France, pardon. Mais c'est un peu les drills, je pense, qu'on dit ici. Ouais. C'est un peu un style de pliométrie, mais on les fait souvent dans l'échauffement et tout. Tu vois vraiment des bénéfices ou Absolument, absolument. C'est des rappels neuromusculaires, en fait. Là, tantôt, je parlais de raideur musculotendineuse, de réactivité au sol. Ben, si tu fais justement des sauts de cheville dans tes drills, dans tes... comment on appelle ça en français? Donc, des gammes, mais il y a un autre mot québécois pour ça, des éducatifs. Oui, c'est fait que ça peut être des bons rappels. Puis justement, dans les éducatifs, d'inclure de la mobilité active, un peu de balistique, des petits étirements statiques de 1 seconde ou 2 du quad, des trucs comme ça. Je pense que c'est très bon pour ta mobilité. Puis ensuite, souvent, dans des éducatifs normaux, on va commencer par des mouvements peut-être plus en amplitude, aller chercher des amplitudes articulaires. Puis ensuite, on va... Plus les éducatifs vont avancer, plus on va aller chercher des mouvements qui sont dynamiques et très réactifs pour justement solliciter le neuromusculaire. Puis je pense que, encore une fois, je vais ressortir le même mot, mais la potentiation que tu amènes à activer tes patrons moteurs réactifs au sol avec tes chevilles, avec tes hanches, de lever tes genoux de façon dynamique, ben, tu as plus de chances de le reproduire après dans ta course à pied, si tu le pratiques un peu avant, que tu te lancer dans un sprint que tu n'as pas simulé avant, par exemple. Donc, moi, j'y crois absolument. Là. Absolument. Merci encore à Charles, merci à Guillaume et à bientôt dans un prochain podcast. Ciao!